Zakweli. Aurélien Février ce matin, votre invité est Thomas Msaïdié, maître conférencier HDR. Bonjour Kamar, bonjour à tous, bonjour Thomas Msaïdié. Bonjour. Bienvenue dans Zakweli aujourd'hui. Alors vous êtes avec nous puisque en fin de semaine, jeudi et vendredi, se tiendra un colloque international pour un nouveau droit des Outre-mer du 21e siècle. Ça se déroule le jeudi du côté du conseil départemental et le vendredi au CUFR de Dembéni. Quel est l'objectif tout simplement pour commencer de ce colloque, sachant que des prises de parole, des assises, des colloques, on en a régulièrement à Mayotte, rarement suivi des faits. Quel sera l'objectif de celui-là aujourd'hui? Merci, Monsieur Février, de me donner la parole. En fait, l'idée d'organiser un colloque qui est réservé aux Outre-mer a commencé à émerger il y a eu une année de cela. On voulait organiser ce colloque à l'occasion du 10e anniversaire de la départementalisation de Mayotte. Malheureusement, le Covid est passé par là. On n'a pas pu réaliser le colloque, donc il a été reporté. Et comme par hasard, il tombe vraiment à point nommé à l'heure, comme vous l'avez dit, on parle énormément des Outre-mer. Pensez notamment à l'appel de Fort-de-France et le fait que le président de la République s'approprie la question relative aux Outre-mer, la première ministre, le ministre des Outre-mer, mais aussi le ministre délégué chargé des Outre-mer, tous s'approprient cette question. Donc il semble que la question des Outre-mer retrouve un regain d'intérêt, si je puis dire, et c'était l'occasion de reparler de ces questions qui sont parfois techniques, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. On a vu les résultats des élections présidentielles, les élections législatives. On a vu que les Outre-mer ont lancé un signal fort à l'État. Et donc, on ne peut pas rester insensible à l'appel lancé par les Outre-mer. Donc, ce colloque entend tenir compte de tous ces éléments, de tous ces aspects et proposer des solutions juridiques. Parce que je rappelle que le colloque a eu le soutien plein et entier du conseil départemental. D'ailleurs, je salue le président du conseil départemental qui a spontanément apporté son soutien. Je dis simplement que le colloque en lui-même va être l'occasion d'échanger, d'ouvrir le débat, de tenter d'analyser les questions relatives aux Outre-mer d'un point de vue juridique. Autrement dit, on va faire appel à des experts dans leur domaine, des grands spécialistes, des stars, si je puis dire, dans leur domaine, et qui vont nous livrer une analyse juridique dépourvue de toute considération politique. Après, le résultat du colloque, il appartiendra aux élus, au gouvernement, aux acteurs institutionnels d'en tirer les leçons, d'en faire usage, d'exploiter les actes utilement. Moi, je ne peux pas préjuger de son utilisation par ces différents acteurs. Ouais, parce que le chantier est immense, vous le disiez, il y a une fracture entre le gouvernement et notamment Emmanuel Macron et les Outre-mer. On l'a vu à la présidentielle, on parle de mépris, d'abandon des Outre-mer, on l'entend souvent dans la bouche notamment des parlementaires. C'est une réalité ou on est sur de la politique politicienne? Il y a une part de vrai dans ce qui a été dit lorsque les Outre-mer parlent d'abandon de l'État. C'est une réalité. Moi, je pense notamment au rapport de la Cour de compte de 2016 qui concerne Mayotte. La Cour de compte, c'est quand même une institution financière de l'État hautement placée qui remet l'implication de l'État à Mayotte en cause en indiquant qu'il y a un manque d'engagement de l'État. Il y a un abandon, il y a un délaissement des Outre-mer. C'est un sentiment qui est totalement partagé. Quand vous avez l'occasion de faire le tour des Outre-mer, c'est le sentiment qui revient. Et je profite de cette occasion pour dire que, quelle que soit l'évolution statutaire qui sera adoptée par les uns par les autres, l'évolution statutaire ne produira d'effet utile simplement si l'État s'engage véritablement. Parce que opter pour des changements institutionnels pour les Outre-mer, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, à condition bien sûr de s'en remettre à la sagacité des élus locaux, mais accompagner les Outre-mer à réaliser justement efficacement les missions qui leur échouent, qui leur incombent, ça aussi c'est quelque chose que l'État devrait faire spontanément. Malheureusement, sur ce point, il y a un manquement, il y a une carence, et on espère qu'il y aura un changement de prise de conscience et de considération de la part de l'État. Ouais, parce que là, sur ce colloque-là, il y a des prises de parole nombreuses pendant 2 jours sur différentes thématiques qui touchent tous les territoires et départements d'outre-mer. Comment on fait justement pour intéresser l'État à cet événement-là et pour lui dire, tenez, nous on a ces réponses-là à vous donner pour faire évoluer les choses dans le bon sens pour Mayotte et pour les autres collectivités ultramarines?
La question, elle est compliquée parce que j'ai tenté de sensibiliser l'État autour de ce colloque. Malheureusement, mes nombreuses demandes sont restées infructueuses. J'ai envoyé plusieurs courriels à plusieurs cabinets parce qu'il était convenu que le ministre des Outre-mer ou le ministre délégué des Outre-mer fasse l'ouverture de ce colloque. Je peux vous assurer, on a sensibilisé tout le monde. Malheureusement, on n'a pas eu de retour. Donc, je ne sais pas si les courriels ne sont pas parvenus à leur destinataire, mais c'est très compliqué de sensibiliser l'État. Mais je pense à travers des actions, des activités scientifiques, des actions collectives telles qu'un colloque, des séminaires, et dont les résultats sont souvent rendus publics, l'État ne peut pas rester insensible aux cris lancés par les Outre-mer. Tôt ou tard, ils vont en prendre connaissance et se rendront compte que la réalité elle est sensiblement différente de leur conception des choses. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard quand ils prendront conscience de ce qui se passe? On le voit notamment chez nous tous les jours et régulièrement, ça a fait la une d'ailleurs récemment des médias nationaux. L'urgence est là aussi. L'urgence est là, la réaction des autorités centrales elle est souvent tardive, mais pourvu qu'elle soit réelle, c'est surtout ça. Qu'elle soit tardive, c'est une chose, mais qu'elle soit effective, ça n'est une autre. Pour l'heure, j'ai l'impression que la réaction elle est pas totalement effective, même si on a vu des effets d'annonce quand on parle de l'insécurité, parce que c'est le sens de votre interrogation. On voit que l'État réagit quasi spontanément en nous apportant un peu plus de soutien humain, mais on sait très bien que ces personnes qui viennent ici épauler les forces de l'ordre publiques qui sont à Mayotte, qui travaillent dans des conditions difficiles, au bout de quelques semaines, ils retournent à Métropole ou à La Réunion ou chez eux. Donc ce n'est pas des solutions qui peuvent être perçues comme étant satisfaisantes. Ce sont des palliatifs. Il faut des solutions pérennes. Et moi, je le dis très sincèrement aussi que la question de l'insécurité qui préoccupe énormément tout le monde, c'est une question, c'est vrai, qui incombe à l'État prioritairement. Il y a aussi les acteurs locaux qui ont leur part dans cela, mais c'est surtout un sujet de digression. L'État, à travers ces questions, étouffe les autres sujets qui vont contribuer au développement de Mayotte. Quand on parle d'insécurité, tous les autres sujets n'ont aucune place, alors que Mayotte a des vraies préoccupations en rapport avec son développement. Je prends l'exemple de la santé. La question de la santé, c'est une question vraiment cruciale. On est le territoire de la République, on est le territoire de l'Union européenne, où le désert médical est le plus criant. Et quand on parle d'insécurité, mais finalement, ça anesthésie toutes les autres préoccupations qui sont pourtant essentielles pour notre territoire et pour son développement. Alors justement, vous appelez-vous un droit des Outre-mer pour le 21e siècle, c'est-à-dire qu'on en finit avec le droit français qui n'est pas adapté à vos yeux à ce qui se passe ici dans les différents territoires, notamment à Mayotte? C'est bien le sens de ce colloque, c'est-à-dire que nous souhaiterions qu'à travers les actes qui seront publiés, que l'État prenne en considération de l'existence d'un véritable droit, non pas d'outre-mer au singulier, mais des outre-mer au pluriel, comme pour marquer la singularité plurielle et la pluralité singulière des outre-mer. Il ne peut pas y avoir un seul droit applicable aux outre-mer. On ne peut pas transposer le droit national aussi simplement au territoire, dans les territoires ultramarins. On l'a vu que le droit national n'est pas nécessairement adapté aux réalités locales. Il faut une véritable prise en considération des contraintes et caractéristiques particulières de Mayotte, des Outre-mer de manière générale, afin justement de répondre efficacement à leurs aspirations au développement, à leurs préoccupations essentielles. Et justement, l'État pourrait répondre, mais vous avez choisi d'être français en 2011, vous avez voté en 2009 pour être département français. Est-ce que finalement ça n'a pas été une erreur de se précipiter dans la départementalisation de Mayotte quand on voit aujourd'hui les résultats? Alors, vous me permettrez, sans aucune arrière-pensée, de reprendre un petit peu votre interrogation. On n'a pas choisi d'être français en 2011. On nous a posé la question, on a dit oui. Voilà, on l'est depuis 1841. On a choisi un régime. Sécuriser le problème de 2011, si je puis dire, du référendum de 2009, est dû au fait que la question qui portait sur la transformation de Mayotte en collectivité unique appelée de département régi par l'article 73, qui exerce des compétences dévolues au département et à la région, c'est que la question elle était très
maîtrise alambiquée. Et toute la campagne qu'il y a eu autour de ces statuts a été, permettez-moi de le dire, un peu fallacieuse, parce qu'on a fait croire aux Mahorais que s'ils n'optaient pas pour le statut de département, mais c'était la porte ouverte à l'indépendance. Je tiens à le dire avec sérénité, je le dis d'autant plus que je suis juriste, le statut de département ou autre statut ne confère pas plus de sécurité qu'un autre statut. Mayotte n'est pas plus français que la Polynésie française. Mayotte n'est pas plus français que Wallis. Ce n'est pas parce qu'on est département que l'ancrage est total. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un mode d'organisation décentralisé de l'État. Et où vous choisissez le statut de département, il y a un mode d'organisation qui est totalement différente. Vous allez vous voir conférer des compétences que vous allez exercer en toute autonomie, en vertu notamment du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que la Polynésie française qui a opté pour un statut de collectivité outre-mer est moins française que Mayotte. Il faut arrêter et dépasser ce fantasme et surtout la peur qui a été volontairement parfois entretenue par l'État consistant à dire que c'était le seul statut qui était adapté à Mayotte. Attention, je ne suis pas en train de dire que le statut dont Mayotte bénéficie actuellement est mauvais. Il présente beaucoup de vertus, mais encore faut-il que les élus puissent les exploiter utilement. Ouais, souvent, beaucoup disent que c'est une coquille vide. D'ailleurs, il y a un statut qui aurait été beaucoup plus préférable pour Mayotte? Le statut le plus préférable pour Mayotte, c'est celui qui a été décidé par la population. Or, le statut de collectivité unique n'est absolument pas en phase avec les souhaits des Mahorais. C'est quelque chose qui a été imposé, j'ai envie de dire, unilatéralement et de manière très, très maladroite aussi, parce que en soulevant la question alambiquée à laquelle je faisais allusion et en y insérant le mot département, l'État s'assurait que la question allait emporter l'adhésion. À Mayotte, vous le savez, il suffit simplement vous débrouiller pour rédiger tout ce que vous voulez, mettez département, tout le monde va dire on est content, finalement on valide tout aveuglement. Alors que là, il aurait fallu que les élus montent au créneau, disent que cette question, elle est totalement maladroite. Et d'ailleurs, l'État avait voulu faire la même chose en Nouvelle-Calédonie en 87. Le Conseil constitutionnel l'a arrêté, mais brutalement, en lui disant que la question en elle-même comporte deux objectifs différents, distincts, ne respecte pas le principe de loyauté, le principe constitutionnel de loyauté, pour Mayotte, ça aurait dû être la même chose, c'est-à-dire demander une question qui est claire, qui serait à la portée de toute la population, avant de proposer une transformation de Mayotte en une chose qu'on qualifiera d'ovni juridique. Alors, colloque international, on le disait, pour un nouveau droit des Outre-mer du 21e siècle, ce sera jeudi et vendredi. Plusieurs thématiques abordées. La vôtre, celle que vous avez décidé, vous, de développer, c'est la limitation du droit du sol à Mayotte. Quelles sont les grandes lignes de votre prise de parole à venir? Si je vous le dis tout de suite, Monsieur Février, je suis convaincu que vous ne pourrez pas venir, vous ne viendrez pas assister au colloque. Alors simplement, l'idée consiste à analyser le droit du sol tel qu'il est appliqué à Mayotte, tel qu'il a toujours été conçu, mais depuis l'appartenance de Mayotte à la France, depuis 1841, et voir le droit du sol moderne et les aménagements, les dérogations qui sont proposées tant par le sénateur Tani Mohamed Soli et par Darmanin, qui prévoit notamment le ministre de l'Intérieur, voir si la faisabilité juridique est bel et bien réelle, quelles sont les complications qu'un tel sujet peut soulever d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue juridique. Moi, je livre ici une analyse purement juridique, dépourvue de toute considération politique, donc je n'entends pas prendre parti, mais plutôt exploiter des instruments juridiques et puis livrer le résultat et chacun en tirera les leçons. Mais c'est une bonne, une mauvaise idée de limiter comme ça, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'instant, pour un des deux parents, justifier 3 mois de présence régulière sur le territoire? Vos questions sont très raffinées, mais m'incitent à me dévoiler davantage, alors que je vous ai dit, il faut venir le jeudi à l'hémicycle. On aura la réponse jeudi, vous aurez la réponse et croyez-le, je me ferai un vif plaisir d'y répondre avec beaucoup d'enthousiasme. Alors je peux pas vous en dire davantage, sincèrement, venez-y nombreux à l'hémicycle le 7 et puis au CIFR le lendemain. Le 8 pardon, et le CIFR le 9. Il y a tout de même une inscription à faire, donc je vous invite à y prendre part et je me ferai un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos interrogations. Merci beaucoup Thomas Msaïdié d'être venu dans Acoli aujourd'hui. On rappelle que vous êtes maître de conférence HDR, venu présenter le colloque international pour un nouveau droit des Outre-mer du 21e siècle qui se déroulera donc jeudi et vendredi. Le Acoli aujourd'hui est à retrouver en replay en intégralité sur notre site internet lapremière.fr dans la matinée. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pleinement de votre attention. Merci beaucoup Aurélien Février, merci beaucoup Thomas Msaïdié.